politique. Valérie Pécresse prend la parole, première des candidates à s'exprimer. Monsieur le secrétaire général, je salue aussi les secrétaires généraux des autres syndicats de policiers qui sont dans la salle. Mesdames et messieurs, dans Bac Nord, à un moment, Greg pose la question « Comment en est-on arrivé là ?» Et je crois que c'est la question que nous nous posons tous ce matin. Comment en est-on arrivé à voir dans notre pays toutes les figures d'autorité bafouées? Il y a les policiers, mais il y a aussi les élus, il y a les pompiers, il y a les gendarmes, il y a les médecins, les professeurs. Voilà, toutes les figures d'autorité aujourd'hui sont attaquées dans notre pays. Alors, on voit aussi que les policiers sont en première ligne de ces attaques. Ils sont en première ligne des attaques terroristes, ils sont en première ligne des attaques des caïds, ils sont en première ligne. Et aujourd'hui, on n'hésite pas même à mettre leur portrait dans les cages d'escalier, mettre leur adresse, mettre le portrait de leurs enfants. Alors, être menacé, ça fait partie du risque que subissent tous les policiers. Mais être menacé dans sa famille, c'est autre chose. Et moi, je n'oublie pas, parce que je suis élue des Yvelines, vous le savez, je n'oublie pas le choc qu'a été l'assassinat de Magnanville, avec avec Jessica Schneider, avec M. Chastain, qui ont été attaqués chez eux, assassinés devant leur enfant de 3 ans. Alors, comment en est-on arrivé à une telle violence? Moi, je crois qu'on est aujourd'hui à un moment où la nation tout entière doit se lever pour protéger ceux qui la protègent. Les protéger d'abord dans les mots, parce que les mots ont un sens. Et les mots que nous devons prononcer à l'égard des policiers sont des mots de reconnaissance et de soutien. Et c'est pour ça que ce matin, je suis d'abord venue vous dire merci. Vous dire merci à tous. Vous dire ma reconnaissance. Au nom de tous les élus que je représente, mais au nom, j'allais dire, de toute la nation. Merci de votre engagement, merci de votre dévouement sans faille. Je connais les exigences de votre métier d'honneur. Je sais aussi les risques du métier. Encore hier soir, un policier de la BAC, grièvement blessé lors d'un contrôle routier pour une voiture volée. Je sais aussi le stress, la dépression, les risques, ce qu'on appelle les risques psychosociaux que vous subissez. 12 suicides depuis le début du mois de janvier. C'est un chiffre dont on ne parle pas, mais c'est un chiffre dont moi je veux parler. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un accompagnement à mener, il y a des choses à faire en matière de santé au travail, en matière de gestion du stress, pour soulager les policiers face aux violences du quotidien qu'ils doivent affronter. Et puis, il y a aussi la paperasse, la bureaucratie qui vous écrase et qui vous empêche parfois, souvent, de faire votre métier comme vous aimeriez le faire, qui vous empêche d'aller jusqu'au bout de vos enquêtes, qui vous empêche de d'élucider un certain nombre d'affaires que vous aimeriez avoir les possibilités d'élucider. Alors, c'est vrai que toutes ces pesanteurs, toute cette dureté de votre métier, elle use les caractères les mieux trempés, parce que vous avez en général des caractères bien trempés. Et moi, je voudrais aujourd'hui rendre hommage à tous vos collègues qui sont tombés dans l'exercice de leur mission, à tous ceux qui ont été blessés. Et je pense à leurs familles, je pense à leurs proches, je pense à leurs frères d'armes. Et puis je voudrais aussi avoir une pensée pour tous ceux qui ont mis fin à leur jour. Alors moi, je serai toujours à vos côtés. Présidente de la République, je serai à vos côtés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais je ne dirai qu'il y a des violences policières dans la société. Parce que admettre qu'il y a des... Utiliser ce terme de violence policière, c'est admettre qu'il y a une violence systémique de la police. Et ça, c'est faux. Et on ne peut pas, parce qu'il y a
des erreurs individuelles ou des fautes individuelles commises, jeter l'opprobre sur tout un corps de métier. Un président de la République ne devrait jamais dire ça. Et je vais vous dire autre chose. L'autorité, ça ne se choisit pas à moitié. Ça ne se choisit pas un jour sur deux. On ne peut pas un jour sur deux venir dire aux forces de l'ordre qu'elles font un travail formidable et le lendemain dire qu'elles commettent des violences policières. On ne peut pas un jour sur deux venir décorer des policiers pour leur bravoure et le lendemain dire qu'on les soupçonne de racisme. Voilà, ça n'est pas possible. Voilà, je serai indéfectiblement en soutien des forces de l'ordre. Un président, une présidente de la République, elle doit soutenir ceux qui sont ses bras armés contre le crime, contre les infractions, contre les trafics, contre les délinquants, contre les terroristes. Alors, le sujet, c'est que nous avons aujourd'hui un jeu de rôle. Nous avons un jeu de rôle qui est classique, qui est un jeu de rôle auquel nous avons été souvent habitués par les gouvernements de gauche. C'est qu'on a un ministre de l'Intérieur qui tient des discours virils et un ministre de la Justice qui dit l'inverse. On a un ministre de l'Intérieur qui dénonce l'ensauvagement de la société et on a un ministre de la Justice qui nous parle de sentiment d'insécurité. Un ministre de la Justice qui fait une circulaire en expliquant qu'il faut incarcérer moins parce qu'il n'y a pas assez de places de prison. Alors, ce jeu de ping-pong entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur, il doit cesser. Et maintenant, il faut qu'on trace un sillon droit. Il faut qu'on trace un sillon droit et il faut que justice et police, qui sont finalement les deux pieds d'une politique de sécurité, les deux maillons de la chaîne d'autorité, travaillent la main dans la main et qu'ils soient tous les deux aussi solides l'un que l'autre. Alors oui, moi, je veux vous protéger. Vous protéger, je l'ai dit dans les mots, en vous donnant mon soutien indéfectible, vous protéger dans les actes. Nous allons faire, si j'arrive à la présidence de la République, une grande loi de programmation des moyens de la police et de la justice. Alors je sais que le gouvernement vous en a promis une en mars. Bon, à 3 semaines des élections, c'est un peu facile d'essayer de réparer toutes les défaillances d'un quinquennat à 3 semaines des élections. Bien évidemment, tout ce qui sera fait de bien dans cette loi, je le maintiendrai. Mais il faut aller plus loin. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument qu'on ait une loi, un plan hors sec pour la justice. Parce que, vous l'avez dit dans votre manifestation, le jour où vous êtes venu devant l'Assemblée nationale, aujourd'hui, le problème, c'est la sanction. La sanction. Je dis la sanction plutôt que la justice, parce qu'en réalité, on a une justice qui est noyée. On a des magistrats qui sont noyés sous les affaires, on a des magistrats qui n'arrivent plus à juger vite, qui n'arrivent plus à juger efficacement, et des peines qui ne sont pas exécutées. Mais ça, c'est assez classique. On a un gouvernement qui reste très imprégné par cette culture de l'excuse qu'on connaît bien et qui fait qu'effectivement, il faut plus de policiers dans la rue, mais quand il s'agit de sanctionner les délinquants et de les mettre hors d'état de nuire, il n'y a plus personne. Et moi, c'est ça que je n'accepte pas, cette espèce de double jeu. Ça s'appelle le « en même temps ». Ben moi, le « en même temps », avec moi, ce sera terminé. Terminé, alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vous protégerai avec cette loi de programmation, je vous donnerai les équipements les plus modernes, parce que la vérité, c'est la paupérisation de la police. On a recruté, c'est vrai, et je sais que certains d'entre vous reprochent au gouvernement auquel j'ai participé d'avoir diminué les effectifs, mais je vous renvoie au rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir. Sous Sarkozy, il y avait moins d'effectifs, il y avait plus de policiers sur le terrain. Aujourd'hui, avec l'inflation des procédures pénales qu'on vous a infligées, et il y a plus de policiers qui ont été recrutés, surtout ces derniers temps, mais il y a moins de personnes sur le terrain. Et le sujet, c'est surtout votre paupérisation, c'est surtout l'état de vos voitures, c'est surtout l'état de vos équipements. Il se trouve, mais j'en parlerai tout à l'heure, que moi, je suis venu dans ma région au secours des policiers, notamment à la demande d'Alliance, pour pallier les carences d'un État défaillant. Quand vous voyez une voiture de police en Île-de-France sur laquelle il y a marqué « Région Île-de-France », devinez qui l'a financée. C'est la région. Parce que, justement, il y avait besoin de remplacer le parc. Donc, une loi de programmation qui vous redonnera les moyens, les commissariats rénovés, les moyens technologiques pour enquêter, les moyens pour poursuivre les délinquants avec des véhicules qui soient dignes. Ça, c'est important. Ensuite, il y a la question du floutage des visages. Moi, je souhaite que vos visages soient systématiquement floutés. Je souhaite que désormais, on vous protège et qu'on protège vos familles. La légitime défense, ça fait des années que je plaide avec Thibault de Montbrial, qui est un de mes proches, que je plaide
pour que l'excuse de saisissement, c'est-à-dire la surprise, soit prise en compte par les juges pour examiner la proportionnalité de la légitime défense des policiers. Pourquoi? Parce que j'ai eu maints témoignages de policiers, de policières qui n'avaient pas osé sortir leurs armes parce qu'ils étaient face à des personnes non armées, mais qui se sont retrouvés dans le coma, qui se sont retrouvés à l'hôpital très grièvement blessés, parce qu'en réalité, la violence de l'attaque peut être abominable. Et donc, on a besoin aujourd'hui que vous soyez confortés dans la possibilité de vous défendre si vous êtes attaqué par des gens qui sont ultra violents, même s'ils ne sont pas toujours armés. Alors, par ailleurs, je souhaite une sanction exemplaire. Il faut un électrochoc d'autorité dans ce pays. Il faut des sanctions exemplaires. Quand on touche à un policier, c'est 1 an de prison ferme, peine plancher. Et on ne peut pas y déroger. Et là, je peux vous dire, ça va ramener le calme. Ça va ramener le calme dans les cités. Peine plancher, 1 an de prison ferme, automatique, si on touche à un policier, un gendarme, une figure d'autorité. Vous protéger, mais aussi, et c'est très important, ramener l'ordre. Ramener l'ordre dans le pays. Alors pour ramener l'ordre, eh bien, il va falloir effectivement mettre en place un système d'impunité zéro. Pour faire l'impunité zéro, il faut ce plan Orsec pour la justice dont je vous ai parlé. Plan Orsec pour la justice, c'est quoi? C'est pas une augmentation de 8% du budget comme cette année, c'est une augmentation de 50% du budget de la justice dans les 5 prochaines années, avec l'ouverture d'un tour extérieur auquel je souhaite qu'un certain nombre de spécialistes de la police, de la sécurité, puissent participer. Je souhaite qu'un certain nombre des membres de la police puissent devenir magistrats, puissent devenir greffiers, puissent venir au soutien de cette autorité judiciaire qui a besoin de talent. Donc, nous allons mettre en place ces budgets. L'objectif de l'impunité zéro, c'est quoi? C'est généraliser les comparutions immédiates en cas de flagrant délit, c'est aller vite. C'est aussi pouvoir avoir des sanctions dans les 6 mois pour tous les délits de la vie quotidienne. C'est l'exécution des peines aussi. 445 jours pour un travail d'intérêt général, c'est normal qu'on ait des nouveaux barbares qui, de plus en plus jeunes, vous défient. Parce que tu casses, tu répares, c'est un beau principe, enfin, c'est jamais le cas. Donc moi, je mobiliserai toutes les collectivités pour que les travaux d'intérêt général puissent être réalisés le plus rapidement possible. Et puis, on ira chercher les amendes. On tapera les délinquants au portefeuille. Et puis, on mettra en place, et ça, il le faut, une cyberpolice et un cyberparquet. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, c'est aussi par l'argent qu'on démantèlera les réseaux mafieux et la voyoucratie. Alors, reprendre le contrôle, remettre de l'ordre, c'est aussi remettre de l'ordre à nos frontières. Vous allez me dire, elle va nous parler d'immigration, quel rapport? Ben, s'il y a un rapport. Il y a un lien entre immigration et terrorisme, on le connaît. Il y a aussi un lien entre immigration et délinquance, entre intégration ratée et délinquance aussi, dans des quartiers qui sont aujourd'hui devenus des quartiers d'enfermement. Vous venez de voir le film qui l'illustre le mieux. Donc le sujet aujourd'hui, c'est de reprendre le contrôle de nos frontières. Alors, c'est le premier signe, à mon sens, d'une puissance et d'une souveraineté retrouvée. Je sais que le président de la République, candidat ce matin, parle des frontières, mais il vient de dire qu'il ne croyait pas au quota migratoire. Moi, j'y crois au quota migratoire. Parce que je crois que c'est la meilleure façon de reprendre le contrôle. C'est quoi un quota migratoire? C'est la possibilité que nous aurons de dire 0 visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins. C'est comme ça qu'on reprend le contrôle. Et de la même façon, il faudra des frontières physiques aux portes de l'Europe. Donc moi, je le dis, reprendre le contrôle de l'immigration, c'est déjà un premier pas vers plus de sécurité. On a 27% des détenus dans nos prisons qui sont étrangers. Ils iront purger leur peine de prison dans leur pays d'origine. On fera des accords avec eux. Et l'idée, c'est que ces réseaux mafieux internationaux, on puisse les démanteler avec des outils nouveaux. Ensuite, il y a la question de la reconquête des territoires. Nous avons des quartiers ghettos. Ça fait des années que je suis mobilisée pour dire qu'il faut éradiquer les ghettos. Pour les éradiquer, il faut avoir le courage de dire qu'il va falloir détruire et reconstruire. Et reconstruire des quartiers où il y a de la vraie mixité sociale, avec un plafond anti-ghetto, pas plus de 30% de logement social dans un quartier. S'il y a plus de 30% de logement, ça devient un quartier d'enfermement. Il faut une stratégie de peuplement. Il faut que les classes moyennes soient majoritaires dans tous les quartiers de France. Et comme ça, on y remettra de la sécurité, comme ça, on y remettra de l'ascenseur social. Mixité, sécurité, réussite,
C'est comme ça qu'on fait un quartier calme et tranquille. Aujourd'hui, il faut éradiquer ces zones de non-droit qui deviennent aussi très souvent des zones de non-France, où la République ne pénètre plus. Et moi, je serai dur avec le crime et dur avec les criminels. J'ai parlé d'aller récupérer le Karcher. Je serai dur avec les criminels, mais je serai aussi protectrice avec tous les habitants de ces quartiers qui, eux, demandent à ce que la République revienne chez eux. Alors, il faudra aussi s'attaquer au terrorisme islamiste, et qui est un véritable totalitarisme. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous ai parlé de Magnanville, de Jean-Baptiste Salvin, de Jessica Schneider, mais je vous ai parlé aussi, j'ai aussi vécu très douloureusement la mort de Stéphanie Monfermé à Rambouillet, la mort de Xavier Jugelet à Paris, l'attaque de la préfecture de police. Enfin, voilà, je suis la présidente de la région qui a été la plus frappée par le terrorisme islamiste depuis des années. Et je sais que les policiers sont en première ligne. Ce sont les premières cibles avec nos militaires de l'opération Sentinelle. Donc là, sur la question du terrorisme islamiste, la question est simple, c'est la surveillance des mosquées. Et c'est pour les prêcheurs de haine, la prison ou l'expulsion. Et là, il faut être implacable. Et ça se fera avec le renseignement territorial. Mais là-dessus, il faut être d'une main de fer. Ensuite, dernier sujet, la violence des manifestations, si je peux conclure. La violence des manifestations. On ne peut plus accepter que vous soyez la cible de violences impunies dans les manifestations. J'aurai l'occasion de répondre à une question là-dessus, mais ça n'est plus acceptable. Il faut des interdictions de manifester qui soient exécutées et contrôlées pour vous protéger. Alors, juste pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, tous les candidats qui vont venir vous voir vont vous faire des déclarations d'amour. Tous, ils vont vous dire qu'ils aiment la police. Moi, je ne fais pas que des déclarations. Moi, j'ai une particularité. Moi, je donne des preuves d'amour. Et c'est peut-être la différence avec tous les autres candidats. Moi, j'ai donné des preuves d'amour. J'ai rénové vos commissariats. J'ai équipé les policiers. J'ai équipé les policiers. Je les ai protégés. Je leur ai donné la gratuité dans les transports pour qu'ils puissent circuler. Je leur ai donné des masques quand personne ne voulait leur en donner. Et je leur donne des logements parce que je considère qu'ils sont en première ligne et qu'on doit leur donner des conditions de vie dignes pour que leur exercice se fasse dans des conditions sereines. Moi, je ne fais pas que dire. Moi, je fais, je prouve. Et j'ai donné des preuves d'amour. Et je continuerai à en donner. Bienvenue à tous et bonjour à vous. Un grand oral dont l'objectif est de juger et jauger les propositions des candidats à la présidentielle. Vous venez d'entendre Valérie Pécresse. D'autres candidats vont se succéder. Ce sera au tour de Marine Le Pen, Éric Zemmour. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, viendra représenter Emmanuel Macron. Alors, je vous explique le contexte. Grand oral devant en particulier le syndicat Alliance qui a tout simplement sollicité les candidats à la présidentielle. Alors vous me direz pourquoi simplement une partie des candidats? Eh bien les autres candidats de gauche n'ont pas souhaité venir s'exprimer sur ce sujet. À noter que Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a pas été convié. Le syndicat Alliance estime que le leader de la France insoumise verse dans la haine anti-flic. Alors on vient d'entendre Valérie Pécresse qui a affirmé qu'elle sera aux côtés de la police, qu'il ne s'agit pas de parler et que l'expression violence policière ne doit pas être utilisée par un président de la République, que la culture de l'excuse avec elle c'est terminé. Avant d'écouter les autres candidats, je vais vous présenter nos invités en plateau. Stanislas Godon, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, délégué général justement du syndicat Alliance. Vous allez nous expliquer votre démarche aujourd'hui. Notre chroniqueur politique Olivier D'Ortigol nous accompagne. Bonjour à vous. Bonjour. Maître Carbon de 16, avocat pénaliste, est présent et il sera beaucoup question évidemment de réponse pénale et de politique pénale aujourd'hui. Et avec nous, Kevin Bossuet, bonjour à vous. Bonjour, professeur d'histoire-géographie en Seine-Saint-Denis. Je vous ai dit, vous allez suivre, on va suivre, c'est important, c'est l'un évidemment et l'une des préoccupations des Français. La sécurité, c'est un droit à la sécurité. Valérie Pécresse qui parle de maintien de l'ordre public. Stanislas Godon, juste un mot, puis on va écouter évidemment les autres candidats. C'est inédit, un grand oral comme cela. On connaît les propositions, en tout cas on peut les connaître des candidats sur ce sujet. Pourquoi la faire passer ce genre de test aujourd'hui, en tous les cas de présentation devant le syndicat de police? Plutôt qu'un test, je dirais que c'est un grand oral, un débat
des questions entre des policiers. Et en fait, le thème notamment de cette journée, c'était les candidats face à la réalité des policiers. Et je trouve qu'on a tout dit quand on dit ça. Parce que très souvent, on en parle beaucoup, de manière éloignée. Quand on a vu tous les commentaires, notamment sur, par exemple, ce film qui a été projeté, certains disaient bon, bah, c'est un film pour, anti. Voilà, il y en avait qui connaissaient le sujet, d'autres qui ne le connaissaient pas. Donc, on trouvait intéressant que les candidats à la présidence de la République viennent présenter d'abord une partie de leur programme en matière de sécurité et ensuite avoir cet échange démocratique avec notamment des policiers. Une remarque sur ceux qui ne sont pas présents, les autres candidats, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Christiane Taubira, ils ont été conviés, ils ont dit non. Tout à fait. Est-ce qu'ils ont motivé leur refus d'être présents? Non. En fait, ils ont tout simplement refusé. On n'a pas eu d'explication plus que cela. Après, nous, voilà, on a fait une ouverture, je dirais, extrêmement large, hormis évidemment le cas particulier de M. Mélenchon, parce que tout le monde l'a compris. Et d'ailleurs, M. Van Helmerick, notre secrétaire général, l'a bien expliqué dans son discours, je dirais, préliminaire, d'expliquer pourquoi il ne l'avait pas invité. Justement, le secrétaire général qui a eu des mots, alors on peut considérer qu'ils sont forts, on peut considérer qu'ils sont réalistes. Il a parlé de territoires ensauvagés, qu'il s'agit d'arrêter de bichonner, dit-il, les délinquants et de penser aux victimes. Et puis, il y a une véritable mise en garde, en tous les cas un message direct adressé aux gardes des Sceaux. On a l'impression que tout ce qui se passe en ce moment, ici, face aux syndicats d'Alliance, est aussi dirigé, en tous les cas, pour le ministre de la Justice, pour qu'il l'écoute, qu'il l'entende. Oui, alors, il ne vous a pas échappé qu'on est en plein état généraux de la justice, qui sont en clôture, et que, notamment, le garde des Sceaux avait pour mission, une mission qui lui avait été donnée par le président de la République, et ça c'est important de souligner, de faire des propositions, de faire un état des lieux sur comment se passe la politique pénale dans ce pays, parce que nous, Alliance, on a eu des positions extrêmement fermes. Vous vous rappelez le 19 mai, nous l'assumons totalement et intégralement, et nous pouvons d'ailleurs l'expliquer. D'ailleurs, nous l'avons dit dans le cadre du Beauvau de la sécurité au garde des Sceaux, puisque lorsqu'on a parlé des agressions à l'encontre des policiers, nous avions notamment, je dirais, produit en fait les vrais chiffres de la justice. On va continuer à en débattre. On va se rendre sur place justement pour écouter la réponse de Valérie Pécresse sur la politique pénale. J'ai été complètement bouleversée, comme vous tous, par l'assassinat d'un Samuel Paty. Donc on voit bien que toutes les personnes qui exercent des missions de service public sont aujourd'hui menacées. Donc je l'ai dit, 1 an de prison ferme. Dès la première gifle, dès la première agression, 1 an de prison ferme. Et avec une mise sous écrou immédiate. Quand le président de la République est giflé, c'est comparution immédiate, écrou immédiat. Eh bien, il n'y a pas que le président de la République qui représente l'autorité de la nation en France. Il y a aussi tous les policiers. Voilà. Et par ailleurs, il va falloir aussi travailler pour que les sanctions soient plus efficaces et qu'elles soient prononcées le plus rapidement possible à la simplification de la procédure pénale. Et ça, je le sais que vous êtes favorable à cette simplification pour pouvoir mieux travailler. Donc un seul cadre d'enquête, pas 2, pour pouvoir avoir plus de pouvoir, pour pouvoir mener vos enquêtes. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la question sur la protection du policier par Sébastien. Madame Pécresse, bonjour. Bonjour. Attends. Madame Pécresse, bonjour. Donc Sébastien Soulet, secrétaire départemental Alliance dans le Var. Nous, on aimerait savoir les mesures concrètes que vous envisagez pour protéger l'identité des fonctionnaires de police. Donc, vous l'avez un peu abordé, c'était déjà sur le floutage des fonctionnaires, mais il y a aussi l'anonymisation des procédures et d'autres mesures dont vous allez parler dans votre programme. Alors, moi, je l'ai dit, pour l'obligation systématique de floutage des visages des policiers. C'est pas acceptable que vos visages apparaissent sur les réseaux sociaux. C'est pas acceptable que vous soyez jetés en pâture. Par ailleurs, je pense qu'on peut aller plus loin, comme vous le proposez et le suggérez, dans l'anonymisation des procédures. On le fait déjà dans le cadre du terrorisme. Je pense qu'il faut le faire aussi pour les affaires de criminalité organisée et de trafic de stupéfiants, parce qu'il s'agit de réseaux qui sont ultra-violents. J'ajoute qu'on sait bien que tout ça fonctionne parfois la main dans la main. Donc on a besoin aujourd'hui vraiment de pouvoir vous protéger en anonymisant les procédures. Par ailleurs, je pense qu'on doit vous donner des moyens supplémentaires d'action. J'ai parlé des technologies les plus récentes et les plus performantes. Alors je me suis beaucoup battue pour que les drones
puissent avoir un cadre d'emploi, parce que je pense que c'est des outils qui sont très précieux, très utiles, notamment pour contrôler les rassemblements de foule, notamment en matière d'intervention de nuit, pour éclairer des scènes de crime, etc. Donc il faut une vraie doctrine d'emploi des drones. Il faut aussi une vraie doctrine d'emploi de l'intelligence artificielle. Vous allez avoir à exercer le maintien de l'ordre dans des conditions de plus en plus difficiles, et les vidéopatrouilles vous aident énormément. Donc je pense qu'en lien avec les polices municipales, il faut qu'on ait un vrai cadre d'emploi de la vidéo et de l'intelligence artificielle pour repérer les comportements violents, pour pouvoir repérer les troubles avant même qu'ils se produisent, vous aider aussi à vous projeter, pouvoir embarquer des centres de supervision dans des voitures de police. Donc il faut pour ça moderniser complètement vos équipements. Il y a un certain nombre de pays dans lesquels les policiers ont des équipements beaucoup plus performants. Vous savez que j'ai aussi participé à l'équipement en GoPro, en caméra GoPro. C'est important les caméras GoPro parce qu'on sait très bien que dès que vous filmez, eh bien tout de suite, la charge de la preuve n'est plus contre vous, mais elle est avec vous. Et donc ça vous protège bien évidemment. Voilà ce que je voulais dire. Alors évidemment, sur la protection des policiers, il y a aussi toute la chaîne pénale des sanctions que je n'ai pas mentionnées dans mon discours. Mais je veux durcir toutes les sanctions. Je veux une majorité pénale à 16 ans. Je veux aussi que, comme on n'arrivera pas à construire, tout le monde va vous promettre 20 000 places de prison dans le prochain quinquennat pour pouvoir mettre hors d'état de nuire les délinquants. Le problème, c'est que ces 20 000 places de prison, c'est mon métier de construire, elles ne sortiront pas de terre avant 2 ou 3 ans. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, alors qu'on a une circulaire du garde des Sceaux qui dit qu'il ne faut plus écrouer parce qu'il n'y a plus de place. Eh bien, moi, je crois qu'on peut faire des prisons provisoires, des centres de détention en réalité, avec des bâtiments désaffectés, avec des algécos dans les cours de prison, avec qu'on fasse feu de tout bois et qu'on utilise la pénitentiaire pour garder des détenus sous bracelet électronique dans les centres de détention. L'objectif, c'est de les éloigner de leur quartier. L'objectif, c'est de les mettre hors d'état de nuire. L'objectif, c'est de les sortir des lieux où ils continuent de pratiquer leur trafic en toute impunité. Parce qu'on sait bien que le bracelet électronique, dans les quartiers, c'est devenu un peu la légion d'honneur des voyous, aux grandes dames des victimes, mais aussi aux grandes dames des policiers qui font leur boulot, arrêtent, font condamner et voient la peine aménagée. C'est inacceptable. Nous, on rétablira les courtes peines de prison.